11 détonations de calibre 22 longue rifle résonnent place Coimbra, Poitiers, le 31 octobre 2024. Anis, 15 ans, s'effondre sur le bitume, une balle dans la tête. 4 autres adolescents gisent autour de lui, victimes collatérales d'une guerre qui ne les concerne pas. Le tireur, un Marseillais de 25 ans venu conquérir ce territoire tranquille de province. Comment cette paisible cité universitaire de 90 000 habitants s'est-elle transformée en champ de bataille pour cartels de la drogue ? 31 octobre 2024, 22h45, place Coimbra, Couronnerie. Dans cette soirée d'Halloween qui devait être festive, 11 détonations de calibre 22 longue rifle résonnent dans l'air froid de Poitiers. Anis, 15 ans, s'effondre sur le bitume, touché à la tête. Autour de lui, 4 autres adolescents gisent, blessés par des balles qui n'étaient pas destinées à ces innocents. Ce drame marque l'entrée fracassante de cette paisible cité universitaire de 90 000 habitants dans l'univers impitoyable de la narcoviolence française. Une ville de province, symbole de la France tranquille, se retrouve prise en otage par des réseaux criminels venus transformer ces quartiers populaires en véritables champs de bataille. Marseille, quelques semaines plus tôt, un homme de 25 ans, lourd d'un passé judiciaire chargé d'armes de guerre et d'associations de malfaiteurs, prend une décision qui changera le destin de Poitiers. Ce criminel aguerri, rompu aux méthodes brutales des réseaux phocéens, identifie dans la capitale Picave un territoire à conquérir. Sa stratégie répond à une logique économique simple mais redoutable. Les villes moyennes représentent des marchés moins surveillés que les métropoles, avec une concurrence moins organisée et des profits potentiellement plus faciles à réaliser. Cette stratégie d'expansion géographique illustre parfaitement la mutation du narcotrafic français. Hier cantonnés aux cités des grandes métropoles, les cartels de la drogue essaiment désormais dans toute la France urbaine, transformant chaque agglomération en terrain de jeu potentiel. L'homme choisit son point de chute avec un flair de prédateur. La place Coimbra, aux Couronneries, quartier prioritaire où les tours HLM offrent cages d'escalier et recoins parfaits pour le commerce clandestin. Mais que représentait réellement ce territoire pour les trafiquants locaux déjà installés ? Sarah, 34 ans, mère de famille des Couronneries, observait depuis sa fenêtre les allers-retours suspects devant l'immeuble d'en face. 3 jours avant Halloween, elle filme ces mouvements étranges, sans savoir qu'elle documente les préparatifs d'un massacre. Poitiers n'était pourtant pas vierge de trafic. Depuis 2019, les habitants des bars HLM du secteur menaient déjà une guerre d'usure contre les dealers locaux. Excédés par les nuisances sonores nocturnes, l'odeur de cannabis remontant jusqu'au 12e étage et la transformation de leur hall d'entrée en salon pour trafiquants, des résidents courageux avaient organisé une occupation citoyenne remarquable. Chaque soir, ils prenaient possession de leur propre espace de vie pour décourager les vendeurs de stupéfiants qui s'y installaient. Cette résistance populaire témoignait d'une réalité préoccupante. Le trafic avait déjà infecté les couronneries, créant un écosystème criminel local avec ses codes, ses territoires et ses hiérarchies bien établies. Quand le Marseillais débarque avec ses méthodes expéditives et sa volonté d'implantation forcée, il ne s'attaque pas à un terrain neutre, mais à un territoire déjà organisé, contrôlé par des groupes prêts à défendre âprement leur précaré. L'affrontement devenait inévitable dès le premier contact entre ces deux mondes criminels incompatibles. L'escalade commence dès les premiers jours d'octobre 2024. Le nouvel arrivant tente d'écouler sa marchandise directement sur la place Coimbra, défiant ouvertement les trafiquants locaux établis. Sa méconnaissance des équilibres du quartier se paie immédiatement. Violemment passé à tabac par le clan Poitevin, dépouillé de sa drogue et de son argent, humilié publiquement devant les témoins du secteur, il découvre brutalement les mécanismes de régulation interne du milieu. Le respect des territoires établis constitue une loi non écrite mais absolue dans cet univers. Toute transgression appelle des représailles immédiates et proportionnées à l'affront subi. Pour un criminel habitué à la violence marseillaise, cette défaite publique devient une blessure d'orgueil insupportable qui ne peut se laver que dans le sang. Un homme rompu au règlement de compte de la cité phocéenne ne pouvait accepter pareil. Humiliation sans réagir avec la violence qui caractérise son milieu d'origine. Le 30 octobre, il revient armé et tire en l'air en guise d'avertissement. Personne ne mesure alors que ces coups de semonce annoncent un massacre programmé pour le lendemain. Dans les quartiers prioritaires de France, cette escalade mortelle suit un schéma devenu tristement classique.
Les couronneries de Poitiers reproduisent point par point les mécanismes observés dans les cités sensibles des grandes métropoles. Multiplication des points de deal, embrigadement de mineurs comme main-d'œuvre corvéable, généralisation du port d'armes pour protéger le commerce. L'opération Place Nette du 5 mars 2024 avait pourtant donné un aperçu saisissant de cette militarisation rampante. 140 policiers appuyés par le RAID et 80 CRS pour investir simultanément un seul quartier. Le bilan révèle l'ampleur de l'arsenal déployé par les trafiquants locaux. Armes de poing, gilets pare-balles, systèmes de guet organisés, planques multiples. Ces équipements de guerre civile dans une ville de 90 000 habitants témoignent d'une professionnalisation criminelle qui n'a plus rien d'artisanal. Des adolescents français grandissent désormais dans un environnement où porter une arme devient une réalité quotidienne banalisée. Aux Trois Cités, l'autre point chaud de l'agglomération, un démantèlement simultané confirme l'enracinement du phénomène. Fin octobre 2024, les enquêteurs mettent au jour un arsenal qui défie l'entendement pour une ville de cette dimension. Un revolver 8 mm, un gilet pare-balles, près d'1 kg de cannabis, 80 g de cocaïne, 129 g d'héroïne, 269 cachets d'ecstasy et plus de 21 000 € en espèces. Ces chiffres révèlent une économie parallèle structurée, capable de brasser centaines de milliers d'euros annuels dans une seule zone de vente. Combien de temps a-t-il fallu à cette paisible ville universitaire pour devenir si rentable pour les réseaux criminels? Multiplication des substances disponibles, diversification de l'offre, stockage sécurisé, protection armée. Tous les attributs d'une entreprise criminelle moderne opèrent désormais à Poitiers. La présence de protection balistique personnelle indique que les dealers s'attendaient à des affrontements d'une violence extrême, transformant de facto ces quartiers populaires en zones de guerre larvées. Derrière cette façade locale se cache un réseau tentaculaire aux ramifications nationales et internationales. L'enquête révèle rapidement que les stupéfiants écoulés dans la Vienne proviennent des grandes places de revente françaises, Marseille, région parisienne, Nantes, mais aussi de filières européennes et transcontinentales. Cocaïne sud-américaine transitant par les ports, belges et hollandais, cannabis marocain acheminé via l'Espagne, héroïne afghane remontant les routes balkaniques. Poitiers devient un nœud de distribution pour ces marchandises mondiales. Un conflit territorial dans un quartier poitevin mobilise instantanément des réseaux s'étendant de Bogota à Kaboul. Cette insertion dans les flux criminels globaux explique l'arrivée de trafiquants extérieurs attirés par un marché jugé moins saturé que les métropoles. L'économie criminelle contemporaine fonctionne selon les mêmes principes que l'économie légale, recherchant constamment de nouveaux débouchés et de nouvelles opportunités de croissance. L'innovation la plus sidérante émerge en 2025 avec la découverte d'un réseau piloté depuis la prison. Un détenu de 24 ans, incarcéré à la maison centrale de Vivonne dans la Vienne, réussit à se procurer un smartphone obsolète pour coordonner à distance un trafic de cannabis alimentant simultanément Poitiers et Châtellerault. Pendant plus d'une année, du fond de sa cellule, il donne ses ordres à 2 complices en liberté. L'un assure les livraisons, l'autre sert d'intermédiaire. Cette organisation en essaim révèle une adaptabilité criminelle remarquable. Même neutralisés par l'incarcération, certains cerveaux continuent de tirer les ficelles extérieures. L'interpellation du livreur lors d'un banal contrôle routier dévoile l'ampleur du dispositif. 2 kg de cannabis et des liasses d'espèces chez la compagne, servant de nourrice. Cette affaire illustre l'évolution des structures criminelles contemporaines. Plus de pyramides hiérarchiques classiques, mais des réseaux distribués, résilients, capables de fonctionner, même décapités. Les méthodes policières traditionnelles peinent à s'adapter à cette flexibilité organisationnelle. 30 octobre 2024, quelques heures avant le drame. Le Marseillais humilié reparaît dans le quartier des Couronneries, cette fois équipé d'une arme de poing. Il tire plusieurs coups en l'air devant témoins dans ce qui constitue un ultime avertissement aux trafiquants locaux. Cette démonstration de force, passée relativement inaperçue sur le moment, représente en réalité le prologue du massacre annoncé. Dans l'univers des règlements de compte, ces coups de semonce constituent un rituel codifié. La prochaine fois, les balles ne viseront plus le ciel, mais les hommes. Personne ne prend au sérieux cette escalade dans la violence, erreur tragique qui coûtera la vie à un innocent 24 heures plus tard.
Les autorités locales sous-estiment la dangerosité d'un individu déjà fiché pour détention d'armes de guerre. Cette négligence révèle les failles du système de surveillance des criminels notoires en déplacement sur le territoire national. La nuit d'Halloween transforme le Poitiers en symbole national de la narcoviolence française. 22h45. Plusieurs individus ouvrent le feu depuis une voiture sur un groupe de jeunes rassemblés devant le fast-food authentique de la place Coimbra. Les enquêteurs relèveront 11 étuis de cartouches de calibre 22 longues rifles sur les lieux, témoins silencieux d'une exécution ratée qui tourne au carnage aveugle. 4 adolescents sont touchés avec des blessures diverses, au bras, à la cheville, aux pieds, à l'oreille, mais s'en sortent miraculeusement. Anis, 15 ans, lycéen sans histoire, reçoit une balle dans la tête et sombre dans le coma. Ce jeune homme rêvait de devenir ingénieur. À 15 ans, ce lycéen modèle s'entraînait 3 fois par semaine au football et aidait sa petite sœur avec ses devoirs. En quelques secondes, une balle perdue transforme ce projet de vie en tragédie familiale. Le 2 novembre 2024, il succombe à ses blessures, devenant la première victime mortelle du trafic de drogue dans l'histoire contemporaine de Poitiers. Ce jeune homme poli, sportif, totalement étranger au milieu criminel, incarne désormais le visage de l'innocence fauchée par une guerre qui ne la concernait pas. L'émotion soulevée par cette mort absurde dépasse largement les frontières de la Vienne. Clubs de football, établissements scolaires, associations locales apportent leur soutien aux proches des victimes, tandis que la stupeur gagne l'opinion publique nationale. Une interrogation lancinante émerge de ce drame. Un adolescent français peut mourir sur le territoire métropolitain, victime d'un règlement de compte entre dealers. Cette réalité révèle l'ampleur du basculement sociétal en cours. La France découvre que ces villes moyennes, symboles de tranquillité provinciale, peuvent désormais connaître le même sort que les banlieues difficiles des grandes métropoles. L'affaire d'Anis cristallise toutes les angoisses d'une société française qui voit ses repères sécuritaires s'effriter. Plus aucun territoire n'échappe potentiellement à la contamination criminelle. Plus aucune famille ne peut se sentir définitivement à l'abri de ces violences aveugles. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur d'alors, saisit immédiatement la portée symbolique de ce drame pour sonner l'alarme nationale. Dès le lendemain, il évoque publiquement une rixe entre bandes rivales impliquant plusieurs centaines de personnes et fustige les narcocaïdes qui transforment les quartiers français en zone de non-droit. Son diagnostic est implacable. La France traverse un point de bascule qui impose une mobilisation générale de toutes les forces de l'État contre le narcotrafic. Alternative présentée selon lui, soit cette mobilisation totale, soit la mexicanisation du pays avec prolifération de zones contrôlées par les cartels. Cette rhétorique guerrière, qui assimile certains quartiers français à des territoires sous domination criminelle étrangère, marque une rupture dans le discours public. Fini le déni ou la minimisation, les autorités reconnaissent explicitement que des portions du territoire national échappent partiellement à la souveraineté républicaine. Sur le terrain poitevin, cette reconnaissance officielle se traduit par un durcissement spectaculaire des méthodes policières. Dès 2023, la préfecture de la Vienne avait multiplié les opérations coup de poing dans le sillage du plan national STUPS. 519 interventions ciblant des lieux de vente contre 311 l'année précédente. Cette intensification de la pression policière génère des résultats quantitatifs impressionnants. 530 interpellations de dealers, 174,6 kg de drogue saisie, majoritairement du cannabis, mais aussi 9 kg d'héroïne et 1,2 kg de cocaïne, pour une valeur de revente estimée à 2,3 millions d'euros. À ces stupéfiants confisqués s'ajoutent plus d'1 million d'euros d'avoirs criminels saisis. Argent liquide, véhicules, biens immobiliers. Cette offensive financière vise à frapper les trafiquants au portefeuille, seul langage qu'ils comprennent véritablement selon les enquêteurs spécialisés. Pourtant, malgré ce harcèlement constant, les témoignages recueillis 1 an après la mort d'Anis révèlent la persistance du phénomène. Tout le monde sait, tout le monde voit le commerce de stupéfiants place Coimbra, confie un restaurateur du quartier au journal Le 7. Rien n'a changé depuis le drame selon lui. Les trafiquants restent présents, adaptent leurs méthodes, se font plus discrets, mais maintiennent leur activité. Cette résistance criminelle à la répression policière souligne les limites des approches purement sécuritaires.
Dealers et guetteurs développent des stratégies d'évitement sophistiquées, utilisation de mineurs, moins susceptibles d'être lourdement condamnés, déplacement régulier des points de vente, communication par messagerie cryptée. L'économie souterraine fait preuve d'une adaptabilité qui défie les méthodes traditionnelles de lutte. Les forces de l'ordre peinent à rivaliser avec cette adaptation criminelle permanente. L'analyse géographique révèle une contamination progressive de l'ensemble de l'agglomération poitevine. Aux couronneries et aux trois cités, points chauds historiques, s'ajoutent désormais des secteurs périphériques comme Bellejoine ou Saint-Éloi, cités dans les rapports de délinquance pour des trafics à plus petite échelle. Cette dissémination spatiale suit la logique économique du marché. Saturation des zones principales, recherche de nouveaux débouchés, exploitation de territoires moins surveillés. Les grands ensembles HLM constituent les cibles privilégiées de cette expansion, leurs cages d'escalier et leurs nombreux recoins offrant les conditions idéales pour le commerce clandestin. Face à cette géographie criminelle mouvante, les forces de l'ordre peinent à maintenir une surveillance efficace sur tous les fronts simultanément. Chaque point de deal démantelé peut renaître quelques rues plus loin, créant un phénomène de vase communicant qui épuise les ressources policières disponibles. Beaucoup d'habitants se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Le quartier se renouvelle, mais les problèmes demeurent, résume un ancien animateur socioculturel des couronneries. Le commissariat de proximité, rouvert en juillet 2025, n'a pour l'instant rien changé selon les témoignages recueillis. Cette déception illustre le décalage entre les annonces officielles et leur traduction concrète sur le terrain. Restaurer la confiance des citoyens dans l'efficacité de l'action publique constitue un défi majeur. Aujourd'hui, quand les Poitevins évoquent leur ville, ils ne parlent plus seulement de son université prestigieuse ou de son patrimoine historique. Ils évoquent aussi cette nuit d'octobre où leur tranquillité provinciale a volé en éclats sous les balles d'un règlement de compte. Cette bascule symbolique révèle l'ampleur des défis auxquels fait face la France contemporaine. Des organisations criminelles internationales considèrent l'ensemble du territoire national comme leur terrain de jeu. La mort d'Anis restera-t-elle un accident tragique ou marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère où aucune ville française n'échappera à la violence du narcotrafic ? Dans un pays qui découvre chaque jour de nouveaux points de bascule, cette question hante désormais tous les élus locaux de France.